Bonjour à tous. Merci beaucoup Claire d'être parmi nous aujourd'hui et de dédier une demi-heure de votre temps pour raconter un peu les coulisses de votre métier et parler de ce choix d'être entrepreneur dans l'économie circulaire. Alors pardon déjà pour ces 2 minutes de retard à ceux qui sont présents et qui attendaient. On enchaîne 50 meetings, 50 lives sur 50 métiers en 5 jours, donc c'est vraiment un enchaînement. On se passe le micro très rapidement. Donc, j'imagine que certaines personnes qui nous écoutent ont fait plusieurs sessions cette semaine. On a encore jusqu'à demain avec pas mal de métiers qui sont présentés. Donc, Claire, elle est CEO et entrepreneur. Elle a créé Underdog, que je vous invite à aller voir. Donc, je vais pitcher moi, Claire, à ma façon. C'est vraiment un endroit qui permet de faire de l'économie circulaire et donc d'acheter un électroménager recyclé, c'est ça? Oui, reconditionné. Reconditionné. Et donc, c'est très intéressant parce que ça n'existait pas avant, c'est ça? Oui, on est une toute jeune entreprise, on a créé ça il y a 1 an. D'accord, génial. Et donc, n'hésitez pas si vous connaissez, si c'est votre premier live en coulisses, pour ceux qui participent. L'objet, c'est que vous posez toutes vos questions. Et moi, je fais juste quelques premières questions au début et ensuite, on écoute toutes vos questions pour voir si vous avez des questions concrètes qui peuvent vous éclairer dans vos choix et vos hésitations sur le sujet. Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir votre parcours. Donc déjà, est-ce que vous avez été entrepreneur avant de choisir d'être entrepreneur dans l'économie circulaire? Oui, en fait, j'ai commencé ma carrière en faisant 4 ans de conseil en stratégie. Ensuite, je suis partie en 2016 pour créer une première entreprise qui s'appelait Daco.io et on faisait de l'intelligence artificielle. C'était les tout débuts de l'intelligence artificielle. On l'a revendue en 2018 à Vipi, qui est ex-vente privée. J'ai passé 4 ans chez Vipi, 2 ans à gérer le pricing pour le groupe, puis 2 années à monter tout leur business de seconde main. Donc c'est là où j'ai découvert l'économie circulaire sur la partie textile, donc ça s'appelle Recycle. Et je suis partie il y a 1 an pour monter Underdog, qui est du coup du gros électroménager reconditionné, donc toujours dans l'économie circulaire, mais avec des plus gros produits, des produits plus lourds. D'accord. Et donc, en fait, vous aviez une fibre entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour devenir entrepreneur et pas rester dans les boîtes de conseil ou des grosses boîtes? J'ai toujours aimé créer des choses à ma manière. C'est vraiment l'envie de définir son propre projet, de l'emmener là où on veut, de défendre ce qu'on veut défendre. C'est toujours quelque chose que j'ai adoré, donc je me suis lancée. Mais spécifiquement sur l'économie circulaire, ça c'est un choix depuis VP ou c'est un Non, choix alors c'est un choix qui est arrivé pendant le confinement. Pendant le confinement, je me suis confinée donc avec ma famille et avec mon mari, on s'est dit que nos métiers servaient pas à grand chose. On faisait du business, mais on n'aidait pas forcément les autres et donc on a monté, dans les premiers jours du confinement, une association qui s'appelait Sauvons nos commerces et donc c'était une plateforme sur lequel, les clients pouvaient acheter des bons d'achat auprès de petits commerçants pour les aider à survivre pendant cette période-là. Donc moi, c'est là où j'ai vraiment découvert ce que c'était, monter une structure dans l'impact, et j'ai adoré. Enfin, j'ai un peu vu la lumière. Je me suis dit: «Mais, c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus, enfin, énergisant que monter un business classique», et donc je me suis dit: «OK, la prochaine étape, après Vipi, la prochaine boîte que je veux monter, je veux qu'elle soit dans l'impact» et pourquoi l'économie circulaire? Parce que c'est quelque chose que je comprenais, que j'appréhendais. Ça a un impact ultra positif, tout en restant du business. C'est quelque chose que je sais faire, des opérations, vendre des objets. Et donc ça faisait un bon lien entre toute mon expertise business et l'impact. et donc pour ceux qui veulent aborder une carrière d'entrepreneur, donc déjà regardons la partie entrepreneur, parce que c'est une dimension encore plus différente de l'économie circulaire et l'impact. Pour ceux qui envisagent de devenir entrepreneur, qu'est-ce que vous conseillez? En fait, il y a nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment voir les dessous dans le sens où toute l'énergie dont vous parlez, le fait que vous faites un sujet qui vous passionne, et tout le côté un peu plus négatif, ou entre guillemets, difficulté et challenge. C'est intéressant de voir ça sur le plan de l'entrepreneuriat au global et ensuite de rentrer sur l'économie circulaire. Moi, ce que je conseille à ceux qui veulent devenir entrepreneurs, c'est déjà d'oser se lancer.
Et c'est un peu la théorie des petits pas et du test. C'est-à-dire que oui, on rêve, il y a plein de gens qui rêvent d'être le leader de ce marché-là ou d'être les meilleurs, mais en fait, il faut y aller petit à petit et tester les concepts qu'on peut développer. Donc, je pense qu'il faut se lancer le plus rapidement possible pour tester le plus de choses possible et c'est ce qui marche et c'est en testant des petits bouts de l'expérience qu'on veut construire, qu'on arrivera vers celle qui marche. Donc vraiment, c'est de se lancer et donc là, c'est l'entreprise que je suis en train de monter, donc Underdog, on a levé, pas mal de fonds, mais la première, je l'ai faite sans aucun fonds, sans aucune aide financière. Donc c'est pas forcément, enfin, l'accès aux fonds est pas forcément, un bloqueur quand on veut devenir, entrepreneur. Ça dépend du projet, mais voilà. Et donc, quel côté plus challenging, quels sont les sujets qui méritent de réfléchir avant de se lancer? Qu'est-ce qui pourrait être plus difficile dans la vie d'entrepreneur? Je pense que la première chose, c'est de voir si ça marche, si ça pourrait marcher sur le papier. Si le business model qu'on définit, est-ce que je pourrais un jour gagner de l'argent avec? Est-ce qu'il y a des clients qui pourraient être intéressés par ce genre de produit? Donc ça, c'est 2 questions qui sont ultra importantes. Et une autre dimension qui est aussi importante, c'est les gens qui vous entourent. Est-ce que vous avez besoin d'associés ou est-ce que vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aiguiller? Monter une entreprise vraiment tout seul, c'est très compliqué. Et je pense que c'est vraiment hyper important d'être bien entouré, soit par des associés, soit par 4-5 personnes qui sont là pour vous challenger tout le temps et pour vous aider à avancer dans la bonne direction. Parce que quand Chance, on estime que trouver du sens, c'est l'alignement avec 4 piliers, le métier, la finalité, les impératifs et l'environnement, la finalité étant quelle est l'utilité, à quoi je sers. Quand on est entrepreneur, il y a quand même une question qui peut se poser sur la partie impératif. Impératif, c'est les horaires, c'est la rémunération, c'est ce qui est non négociable. Ça, un entrepreneur, on a l'impression que l'entrepreneuriat, ça peut aussi pousser des limites en termes de flexibilité d'horaire et de savoir des aspects positifs et négatifs. Est-ce que vous avez ressenti ça? Oui, c'est totalement possible. Honnêtement, pour l'instant, moi, j'ai eu une part de peut-être que j'ai eu une part de chance, mais j'ai réussi à le faire, dans les contraintes que j'avais. Là, aujourd'hui, la boîte que je monte, je suis mère de 2 enfants, donc je la monte pas du tout de la même manière que la boîte que j'avais montée en 2016 où j'avais pas de famille. Donc maintenant, j'ai juste moi, c'est des règles du jeu qu'il faut mettre en place. Peut-être que j'irais plus vite si je travaillais 10 heures de plus par semaine, mais que je voyais pas ma famille. Mais faut savoir ce qui est important de respecter ou non. Donc évidemment, c'est un peu plus complexe que quand on est salarié, mais il y a quand même des moments où on peut respecter certaines règles qu'on s'est données et c'est totalement faisable. Super encourageant pour tous ceux qui envisagent l'entrepreneuriat. Alors, sur la partie économie circulaire, donc déjà, on a une première question sur ce sujet. Est-ce qu'il faut faire une formation? Est-ce que vous recommandez une formation, une certification pour travailler dans le domaine de l'économie circulaire? Non. Honnêtement, j'en ai fait une. J'ai fait un executive programme à Cambridge sur l'économie circulaire. On peut se dire qu'il y a rarement mieux, mais ça nous apprend pas honnêtement grand-chose. L'économie circulaire, c'est quelque chose qui est très, concret et très réel. C'est un retour en arrière pour le bien et non, il y a pas de formation là-dessus et c'est pas, il y en a pas besoin honnêtement, pour faire ça. Vous êtes en mute? Oui. Pardon, j'ai un problème de l'ordinateur qui mouline. Donc, on n'a pas besoin, donc, pour ceux qui posent la question, executive training, je ne sais pas comment ça s'appelle, executive programme d'économie circulaire de Cambridge. Et il y a peut-être des formations gratuites si on veut juste s'acculturer sur le sujet. Oui, oui, il y a des formations gratuites qui existent à droite à gauche. Après, c'est vraiment, pour moi, c'est l'économie circulaire, c'est du bon sens. Et ça a un modèle. Les modèles sont quand même assez similaires. Il y a 3 enjeux dans l'économie circulaire. La première, c'est de récupérer des produits défectueux et être capable de les récupérer. Donc, identifier où ils sont et les acheminer. La deuxième, c'est d'être capable de les reconditionner et donc ou de les réemployer. Et la troisième, c'est d'être capable de les remettre sur le marché et donc la plupart du temps, c'est de les vendre à quelqu'un d'autre. Donc, c'est des modèles qui sont quand même assez similaires.
tous les marchés n'ont pas les mêmes façons de faire, mais c'est toujours ces 3 mêmes challenges. Et aujourd'hui, il n'y a pas de formation, enfin à ma connaissance, très terrain pour apprendre ce genre de choses et le mettre en place. Donc, vous conseillez à tous ceux qui vous envisagent de travailler dans l'économie circulaire de lire et de voir des formations gratuites et de se renseigner sur le sujet globalement. Et je dirais en priorité d'aller parler à des gens qui font déjà ça, Oui, à absolument. regarder des modèles. Aujourd'hui, on a quand même une chance assez énorme, c'est que la France est le pays le plus en avance sur l'économie circulaire. Et donc, on a plein de modèles dans plein de marchés différents. Et en fait, moi, quand je montais Recycle, donc sur la partie textile chez VP, j'ai parlé à tous ceux qui font du reconditionné dans le gros électroménager, dans les vélos, dans le verre consigné, dans plein de choses. Et en fait, c'est en parlant à ces gens et en décortiquant leurs modèles qu'on voit quels sont déjà les marchés qui aujourd'hui sont en retard sur l'économie circulaire et où il y a un potentiel à lancer quelque chose. Et ensuite, où on va se dire, OK, en fait, si je me lance sur du gros électroménager, je peux prendre cette idée-là, mais celle-là, elle ne va pas fonctionner parce que c'est du smartphone et c'est des objets légers. Je peux reprendre cette idée-là parce que ça peut fonctionner avec du gros électroménager. Et c'est vraiment en décortiquant les modèles et en voyant ce qui se passe qu'on peut qu'on peut avoir une certaine connaissance de ce qui va marcher ou non. Oui, donc du coup, vous parlez de rencontres, en fait, de parler à des pairs et parler des gens qui exercent dans l'économie circulaire comme un moyen que vous avez, vous, adopté. Et donc, du coup, on a une question sur les associations ou les endroits. En fait, là, vous avez rencontré des gens dans quel biais? Quand vous étiez en train de réfléchir à Recycle ou à Underdog, qui vous a mis en relation? Comment vous avez fait concrètement pour être mis en relation avec des gens qui vous ont éclairé là-dessus? Concrètement, je les ai contactés sur LinkedIn et je leur ai demandé s'ils avaient 30 minutes. Directement. Oui. Après, c'est aussi un petit monde où on n'est pas nombreux à créer des business d'économie circulaire. Et surtout, les gens sont quand même assez disponibles et ouverts à en parler. Donc, ça reste mon conseil. Et je voyais la question sur l'économie circulaire et les associations et comment se faire sa place dans les associations. C'est une excellente question. Et c'est un de nos enjeux. En fait, nous, si je prends le cas du gros électroménager, il y a à peu près 3% du marché qui est reconditionné. Et aujourd'hui, ils sont principalement reconditionnés par des associations d'insertion, ce qui est très bien. On a une grande chance d'avoir ce tissu-là en France. Et donc, nous, quand on s'est lancé, on est tout de suite allé les voir et on leur a dit, notre but, c'est pas de vous concurrencer. Et le but, c'est de faire grandir ce 3% à 10, 15, 20%. Et donc, je pense qu'il y a une place à se faire sur la partie collecte et gisement, en augmentant le gisement. On n'est pas là pour avoir une guerre de gisement, on est là pour augmenter le nombre de produits défectueux qui, avant, étaient mis à la benne pour qu'ils soient réemployés. Donc, en fait, il y a une place à prendre. Elle n'est pas si facile et elle se joue de toute façon au niveau des gisements. Génial. Dans les questions sur le réseau, je pense que l'idée de refaire des rencontres est clé. Donc, ce que vous dites, c'est aller directement demander sur LinkedIn, mais vous n'avez pas eu d'endroits où pas de conférences ou d'endroits où vous avez retrouvé tous les acteurs de l'économie circulaire. Change Now. Je l'ai fait, honnêtement, de manière générale, je suis pas une grande fan de ces grands événements parce que je trouve qu'on peut rencontrer beaucoup de monde, mais on n'a pas de discussion très profonde sur les modèles, sur vraiment les enjeux. Je trouve ça très bien que ça existe, hein, mais moi, c'est pas mon mode de fonctionnement. D'accord. Super. Donc pour tout le monde, vous écrivez sur LinkedIn, vous identifiez des profils inspirants et vous leur écrivez sur LinkedIn. Évidemment, il y a de plus en plus de podcasts sur l'économie circulaire où il y a pas mal d'acteurs qui ont pris la parole pour expliquer leur modèle, comment ils fonctionnent, quels sont leurs challenges. Donc, il y a quand même un peu plus de matière qu'il y a 1 ou 2 ans. Super. Ensuite, on a cette question sur les secteurs les plus souvent abordés. Quels sont les secteurs qui ont le plus de domaines, qui sont plus actifs, on va dire, food, fashion, etc. En fait, sur quel domaine se lancer? En gros, c'est une question très concrète.
Pour moi, l'économie circulaire, elle est arrivée en 2 vagues. Il y a eu la première vague, il y a eu une micro-vague des voitures il y a plusieurs dizaines d'années, mais la grosse vague qu'on a vue avec notamment Back Market et Vinted, ça a été sur des produits, attention, je mets des guillemets, parce que ce n'était pas si facile que ça, mais facile parce qu'ils étaient légers et qu'ils peuvent voyager. Back Market a une bonne partie de son sourcing aux États-Unis, Vinted, ça traverse toute l'Europe. Donc, on était sur cette première vague qui a été massive, qui a commencé à changer les modes de consommation et les modes de réflexion. Donc, super. La deuxième vague qui arrive, c'est sur des produits qui sont plus difficiles, plus lourds et qui va se jouer de manière un peu plus locale. Donc, c'est le cas du gros électroménager, c'est le cas des meubles, c'est le cas des gros équipements de sport. Et donc, nous, c'est la deuxième vague qu'on voit arriver. Il y a du potentiel. Est-ce qu'il faut se lancer? Ça, c'est plutôt vous qui avez la réponse. Enfin, chacun a la réponse de son côté. Il y a des challenges qui sont différents par rapport à la première vague. C'est qu'on est sur du sourcing, du reconditionnement, de la vente qui est locale parce qu'on a des gros coûts de transport. On est sur des produits qui sont un peu plus lourds. On est sur de plus en plus des modèles qui ne sont pas des modèles de marketplace, mais des modèles industriels. Nous, on a un entrepôt qui fait plus de 1000 m² avec des vrais techniciens professionnels qui réparent les machines. Donc, on est sur quelque chose d'un peu plus concret. On n'est pas sur des modèles de marketplace. Donc, c'est les secteurs qui, à mon avis, vont être en croissance. Après, c'est des challenges qui sont différents des marketplaces qu'on a vu émerger ces 3-4 dernières années. Et là, Thierry nous pose une question justement sur Underdog, spécifiquement sur les actions RSE. Pouvez-vous partager les actions RSE de Underdog spécifiques? Nous, par définition, on a un impact positif puisque notre business est RSE par définition. Je voyais notamment les sujets de l'insertion. Alors, pour être totalement honnête, on est 100% transparent avec nos partenaires là-dessus et notamment avec les éco-organismes qui régulent ce marché-là. On n'est pas ESS et on ne sera pas ESS, même si ça nous aiderait à avoir du stock de produits défectueux. Moi, je considère que faire de l'insertion, honnêtement, c'est un énorme métier, c'est une énorme expertise qu'ils font, c'est assez incroyable. Et pour être totalement transparent avec vous, je ne m'en sens pas les épaules aujourd'hui. Et j'ai déjà sur mes épaules de prouver que reconditionner du gros électroménager en France, c'est possible. Une fois que j'aurai prouvé que c'est possible et que c'est rentable et que ça peut scaler, peut-être que je me pencherai là-dessus. Mais je suis très admirative de tout ce que fait Envie Emmaüs sur ce sujet-là. Merci de votre transparence et honnêteté sur le sujet. J'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas à compléter si vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions. Donc la question de est-ce que ça marche? Donc, si je résume la question qui a été posée là, vous venez de lancer, vous commencez à avoir un business qui est structuré. Comment on peut dire l'état d'Underdog aujourd'hui? Est-ce que ça démarre bien? Ça démarre hyper bien. On a lancé le site web en février, fin février. On est déjà au-dessus de nos objectifs de vente. Il y a une vraie demande de la part des consommateurs d'acheter du reconditionné. Alors, je vais enlever toute illusion. La plupart des gens viennent vers du reconditionné parce que c'est moins cher que le neuf, surtout avec les tensions sur le pouvoir d'achat. Certains viennent pour l'aspect écologique, mais c'est clairement pas la majorité. On a fait une première levée de fonds. On a un entrepôt qui fait 1000 m² à Nantes et on espère le doubler, voire le tripler d'ici l'année prochaine. On recrute beaucoup de techniciens et c'est un de nos gros challenges puisque c'est un des gros challenges de l'économie circulaire en général. Les filières techniques ont été délaissées. Grosso modo, c'est quelques dernières dizaines d'années. Et du coup, on a beaucoup de mal à recruter des techniciens. Et on espère rendre la filière assez sexy pour que des techniciens et des techniciennes se lancent dans l'aventure. Mais c'est clairement un enjeu de toute la filière économie circulaire, trouver des gens qui réparent. Quelle est la formation pour être technicien et technicienne dans la filière? Il y a pas mal de formations, c'est des lycées professionnels ou des écoles de formation. Alors quand je dis pas mal, il y en a quelques-unes par région, mais c'est tout le temps des formations assez techniques, donc qui sont accompagnées soit de stages, soit d'apprentissage. D'accord. Alors après, on a des questions assez spécifiques sur, au-delà du business model sur lequel on peut revenir. On a des questions spécifiques, donc je m'assurer qu'on couvre les questions de tout le monde. Nicolas a posé une question sur les pièces de rechange reconditionnées.
Où les sourcez-vous et quels fabricants utilisez-vous pour des pièces neuves? Alors, il existe deux marketplaces de pièces détachées neuves et d'occasion qu'on utilise. Et surtout, nous, toutes les machines qu'on n'arrive pas à réparer, on les démantèle et on a notre propre stock de pièces détachées d'occasion. Donc aujourd'hui, on a 6 mois d'exploitation derrière nous, mais il y a 50% des machines qui nécessitent une pièce détachée où on va utiliser une pièce détachée qui vient de notre stock et 50% où on en achète via nos partenaires. Ça, aujourd'hui, honnêtement, c'est pas un sujet d'accessibilité. Les pièces détachées sont accessibles, elles sont présentes, par contre, elles sont très chères. Donc les sujets d'aujourd'hui, c'est plutôt la main-d'œuvre et les ressources pour travailler que les pièces. C'est plutôt les gisements de produits défectueux et la main-d'œuvre. D'accord. Au-delà du business model, question d'Alexandre, adressez-vous le changement d'état d'esprit des clients pour qu'ils aient l'impression que le reconditionné sera meilleur et j'ajoute à cette question la question de on est dans une phase où les gens viennent vers vous plutôt pour des questions d'économie, enfin des questions financières et moins sur les questions de responsabilité écologique. Est-ce que vous envisagez d'adresser cette question de conscience écologique plutôt que bénéfice-prix? C'est une bonne question. Nous, aujourd'hui, effectivement, changer le mode de consommation des Français, c'est un de nos enjeux. À court terme, qu'on le change si les gens viennent pour le prix ou pour une conscience écologique, peu importe, tant qu'au final, ils achètent du reconditionné. Nous, l'idée, c'est aussi qu'on mette un espèce de pied à l'étrier et que la personne qui achète ce produit-là, même si elle est venue sur le prix, elle se dise, bah, en fait, il est d'une qualité équivalente à du neuf, pardon. C'est pour ça notamment qu'on a 2 ans de garantie sur nos produits, c'est qu'on considère qu'ils sont aussi qualitatifs que le neuf. Donc, il y a ça, et de l'autre côté, vous en parliez un peu, c'est tout le plan de communication qu'on met autour et on va dire toute la communication qu'on fait autour de la réassurance et de la confiance, en disant: «Bah, voilà, le reconditionné, c'est pas moins bien que le neuf, c'est équivalent». On investit en marketing là-dessus, on fait des campagnes là-dessus, mais encore une fois, honnêtement, les campagnes sur le prix marchent mieux que les campagnes sur la qualité et la confiance. Mais c'est quelque chose qu'on a besoin de toujours répéter dans ce qu'on appelle le tunnel de conversion, donc au moment où les personnes achètent, de les réassurer sur le fait que c'est de la bonne qualité. Super. Et sur l'inspiration, donc on a parlé des réseaux qui vous ont inspiré, des gens que vous avez rencontrés, mais en termes d'inspiration, on nous pose la question de la France par rapport aux Pays-Bas. Est-ce que la France est un modèle dans l'économie circulaire? Ouais, la France, c'est clairement un modèle d'économie circulaire. Les Pays-Bas et les Nordiques, on pourrait penser qu'ils sont en avance. Honnêtement, non. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'aussi on a un passé industriel qui est un peu plus fort que les autres pays. L'économie circulaire, il y a quand même une grosse dimension low-tech, industrielle. Et franchement, moi j'ai eu souvent la question de mes investisseurs au moment de la levée de fonds en disant, bah, trouve-nous un modèle qui a marché ailleurs, ça nous rassurait. Et je leur dis, mais ça n'existe pas. Mais comme à peu près la plupart des modèles d'économie circulaire n'existent pas dans d'autres pays, donc tant mieux si on en avance, et c'est à nous de le diffuser en Europe et dans le monde. Et vous avez réussi facilement à lever des fonds, non? Est-ce que c'était adopté assez facilement ou c'était plus compliqué? Facilement, c'est un grand mot. Ça nous a pris 3 mois et j'ai rencontré plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. C'est un sujet qui est de plus en plus dans l'agenda des fonds. Après, ça reste compliqué parce que, bah, on est sur de l'impact, on est sur une dimension industrielle, donc il faut des CapEx, du cash immobilisé, et on est surtout dans un contexte investissement très tendu en ce moment. Ouais. Enfin, je disais facilement parce que pour moi, c'est un sujet tellement d'actualité et vous êtes pionnier sur un sujet d'électroménager qui tombe sous le sens, quoi. Donc, moi, j'avais l'impression, peut-être naïvement, que c'était plus facile que pour d'autres. Alors, après, on a une question technique, un consent entrepreneur ici, Nicolas, qui pose une question sur la durée du MVP. Donc, peut-être qu'il faut vous expliquer ce qu'est un MVP avant de répondre à la question. Combien de temps a duré votre MVP avant de convaincre les fonds?
MVP, c'est Minimum Viable Product et c'est la première version que vous faites de votre produit qui est, on va dire, fonctionnel, mais qui n'est pas au top, pour prouver que vous avez de la traction et qu'il peut marcher. Et donc, à cette question, nous, c'était notre tour de seed, donc notre premier tour de financement. Et donc, je n'avais rien à part 12 slides et 2 cofondatrices, ce qui est déjà pas mal. Et donc, je n'avais pas de MVP pour lever des fonds. Voilà, Nicolas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Effectivement, les bravos sont de rigueur. Alors, Thierry, il y a une question sur le nom d'entreprise, Underdog. Alors, underdog, c'est un synonyme d'outsider en anglais. Et donc, c'est le petit qui arrive et qu'on espère voir gagner. Ben, on espère aussi pour vous, parce que moi, je trouve que c'est une très bonne idée et très inspirant de voir qu'on peut reconditionner des choses comme des électroménagers et pas uniquement des téléphones. Alors, on arrive vers la fin de la conversation. Merci beaucoup, Claire, de votre transparence et d'avoir partagé autant d'éléments avec nous, à la fois concrets sur l'entrepreneuriat et sur l'économie circulaire, et aussi sur votre équilibre. Enfin, vous parlez des limites que vous avez à poser dans votre vie d'entrepreneur. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Personnellement, je suis totalement contre la question de dire est-ce que pour une femme, c'est plus dur d'être entrepreneur. Je ne sais pas pourquoi on pose la question à une femme et on ne pose pas la question à un homme sur pourquoi c'est plus dur pour une femme que pour un homme. Enfin, on peut se trouver justement des challenges, hein, notamment la levée de fonds. Ça pose parfois problème dans les business montés par les femmes. Et il y a plein de conférences sur le sujet, d'articles sur le sujet. Mais la manière dont vous parlez de votre vie d'entrepreneur est vraiment très inspirante. Et merci beaucoup et bravo pour Underdog. Et merci à tous d'être venus écouter Claire. Et n'hésitez pas à rester pour d'autres lives cet après-midi. Merci Claire. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.